Master. Or... Bienvenue au podcast de Chaz de Métal, le podcast animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday et Marie-Lee Rose, qui est de retour pour sa 3e épisode. Allô! Bonjour. Hey, ça fait déjà 3 mois? Ça fait déjà 3 mois. Ça fait déjà 3 mois. Wow, ça passe vite, hein? Pour vrai, ouais. 3 mois. C'est épeurant tellement que ça passe vite. Ouais, ben l'été a peut-être été un petit peu de la chenoute, mais elle a passé vite pareil. Un peu trop vite même. C'est vrai. Exact. Aujourd'hui, notre sujet, ben, on va continuer dans la partie 2 des Intergender. Première partie qui avait été très, très, très appréciée par les téléspectateurs avec les messages. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va passer à la partie 2. Puis, ça va être quoi un peu le plan, Marie, avant que j'enchaîne avec le. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes recherches. Donc, peut-être que l'encyclopédie de la lutte québécoise pourra m'aider aujourd'hui. On va s'arranger. J'ai étudié en fait un peu l'historique du intergender au Québec. Donc, je me suis vraiment concentrée sur le Québec. C'est quoi les fédérations qui ont proposé du intergender, depuis quand, bien sûr qui a innové tout ça. Donc j'ai fait j'aime pas beaucoup étudier, mais ça a été un sujet vraiment le fun quand même à aller faire mes recherches. OK. Ça va être cool. Je vais essayer de voir aussi si je me souviens, mettons, des premiers shows que je suis allé voir quand j'étais TQ québécois. Peut-être que ça va... je vais peut-être vieillir une couple de lutteuses, là, je m'excuse. Là. Mais écoute, ça risque d'arriver. Mais avant tout ça, on va enchaîner avec 2 shows qu'on a vécu, 3 si on compte le mien que j'ai vu, qu'on a vécu en fin de semaine, que Marie-Lee, justement, était dans ces confrontations-là. Mad était en action du côté de la FCL contre le... j'ai de la misère à dire. À chaque fois, j'ai de la misère à dire. Le South Shore Wrecking Crew. Exactement. That's it. Fait que, grosse victoire pour Mad. Comment s'est passé le combat avec ces beaux garçons-là? Sincèrement, ça a été vraiment hot, là. Genre, c'était... pour vrai, la dernière fois que j'avais lutté à la FCL dans cette salle-là, je m'appelais encore Marie Lollipop. Fait que c'était un gros retour là, pour moi à la FCL. La foule est toujours aussi nice, la salle, l'ambiance est toujours aussi nice. Puis South Shore Wrecking Crew, ça fait longtemps que c'est une de mes équipes que j'aime le plus voir travailler au Québec. Puis de pouvoir les affronter pour une première fois, pour vrai, solide match, rien à dire. Ces gars-là travaillent comme un charme. On a vraiment bien bâti tout ça, puis la foule était vraiment derrière nous, derrière NG et moi, donc c'était la première fois qu'on était là, mais de loin pas la dernière. La prochaine fois, en fait, en octobre, je vais être présente à la FCL là, contre Vlada pour une chance au titre féminin. Mais bon, en tant qu'équipe non plus, là, c'est pas la dernière fois là, que vous allez nous voir. C'est-tu du côté de Shawinigan, ça? Oui, la FCL, c'est à Shawinigan. Oui, ça n'a pas changé de salle depuis 2000. Là. Ça fait vraiment longtemps. Je pense qu'ils ont fait juste une coupe de spot show cet été, probablement ailleurs. Là, mais... Ils roulent vraiment beaucoup l'été, la FCL, effectivement. Ouais. Là, je peux pas dire tous les arrêts qu'ils ont fait, mais oui, ils roulent vraiment beaucoup. Là. Ouais. Et dimanche, pour le retour, le premier show, si on veut, entre parenthèses, des gars du podcast, que tu connais bien, je pense. Hein? Je connais quand même bien, là, pas pire. T'affrontais Brad Alexis, puis ça me fait rire parce que j'ai vu des commentaires de monde qui disent « Ah, Brad, t'as te faire cancel, t'es allé fort sur Marie-Lee Rose en fin de semaine. » OK, je sais que Brad il est bon au mic, mais moi, j'ai quand même ça trouvé soft. Là. Brad, t'aurais pu te forcer un peu si c'était soft.
Mais qu'est-ce qui fait que le monde... Oh, tu vas te faire cancel? C'est arrivé quelque chose de spécial? Non, en fait, c'est Non? ça que je comprends pas trop. Ouais. Il m'a traité de bitch au moins 150 fois depuis la dernière semaine. Mais ça, je veux dire, c'est pas la pire affaire, là. Non. Dans le match, il a pas été déplacé, il n'y a pas eu de... Tu sais, là, je veux dire, on a fait de la lutte, là. Il n'y a Ah pas ouais, eu... exact, exact. il y a rien eu de déplacé en tant que tel. Donc, je comprends pas pourquoi les gens ils pensent qu'il va se faire canceller. Peut-être que ils me connaissent pas puis ils savent pas à quel point Ouais. que je suis capable d'en prendre. Là. J'ai la couenne dure quand même. Là. Fait que je sais pas. Mais ça aussi, par exemple, c'était un solide match. Je suis vraiment, vraiment contente. Tu sais, on avait eu le même match, en fait, l'année passée, quand que les gars du podcast avaient fait leur... dans le fond, il y avait eu un tailgate là, pour la microbrasserie Jukebox l'année passée. Puis il avait fait un gala. Il avait présenté un gala qui était, on peut dire un test, si on veut. Ok. Finalement, ça a super bien été. Visiblement, ils les ont rappelés pour une saison complète. Donc, j'ai été... En fait, la microbrasserie a demandé à ce que je sois présente sur le gala. Puis, ben moi, j'ai voulu un rematch contre Bram, qui avait gagné l'année passée. Puis, ça s'est bien terminé pour moi cette année. Mais faut comprendre que les gars du podcast, anciennement LDDC, c'est ma maison, c'est mon ring. Donc, je suis vraiment là pour tout arracher là, cette année. Là, c'est sérieux. C'est sérieux. Cool. Oh! Mais c'est drôle, hein? Parce que, tu sais, il y en a qui comprennent pas encore que la lutte, c'est un spectacle, là, puis que... J'aimerais ça que, tu sais, mettons, un gars comme Brad qui a une grande gueule ou un autre gars dans ce style, ou même une fille, qui pousse vraiment les limites du on peut pas le dire plus loin. On dirait que j'ai le goût que quelqu'un est très, très, très loin pour voir. Je sais pas. Jusqu'à quel Le monde, point là, on peut... Ah, j'aimerais ça. Ben, Aller loin. tu sais... DJ veut pas, j'y arrive. Mais Toi, je pense que Brad serait la bonne personne pour y aller, tant qu'à moi. Yes. Parce que Brad, il s'en fout, là. Ouais, mais en tout cas, s'il y a besoin d'un livre, moi, je l'amène, c'est sûr. Mais c'est même pas juste que Brad il s'en fout, c'est plus que, tu sais, il faut comprendre qu'il faut que ça vienne des deux bords aussi. Tu sais, c'est comme, le test est plus envers la foule qu'envers ton adversaire. Ouais. Tu sais, si moi, je décide de le cancel parce que je me sens pas respectée là-dedans, c'est différent de à quel point qu'on peut pousser la limite de l'acceptable envers la foule. Donc, ça met un shoot à ce moment-là aussi, là, si l'autre personne ne le sait pas. Là, tu sais. Exactement. Fait que je pense que Brad serait une bonne personne pour le faire, justement, parce que il y a il y a le personnage, puis il y a la gueule, puis il y a ouais, il pourrait pousser cette limite-là. Il aime un peu ça avoir l'attention, on va se le dire. Ah aussi, oui, ça c'est sûr, mais ça, on est tous un peu comme ça, là. Yes. Mais c'est ça qui est cool avec son personnage, c'est qu'il peut le faire. C'est ça, exact. Il peut pousser cette limite-là, je pense. Ouais. Parlant de pousser les limites, j'en ai parlé dans le live TJ qu'on a fait pour la NSPW puis pour les shows de WWE et AEW en fin de semaine, mais c'était au Diamant de Québec vendredi. Il y avait deux matchs intergender. Il y avait un match Rose contre Zach Patterson, excellent match, un des top matchs que j'ai vu cette année. Puis il y avait aussi Lou O'Farrell en équipe avec Michel Plante contre excusez, c'est un Inside avec Extreme Revolution. Extreme Revolution 1.5, ouais. Exact. Et en arrière de moi, il y avait du monde qui ne comprennent pas que dans une salle, tu ne peux pas dire tout ce que tu veux. Ce qu'on appellerait des épais. Il y avait beaucoup de Lou, t'es chaud, je te veux, Lou, fais-y mal, comme moi je te ferais mal. Hey, des estis de colons, là. Honnêtement, puis je les ai calés la dernière fois. Tu sais, je comprends là, que tu trouves une fille belle. Tu as le droit là, de la trouver chaude, de la trouver n'importe. Mais tu sais, tu es obligé de le crier dans une salle comme le Diamant, qui est quand même une très belle salle. Tu sais, t'es pas à vendre trottoir sur Ontario non plus. Faut que tu gages un peu t'es où, puis en même temps, ça se dit plus des affaires de même, mais même avec le combat contre Rose, avec Patterson, je te dirais qu'à la fin du combat, elle a été capable de gagner leur respect, mais au début, c'était que des calls
semi-sexuels, là, puis en avant, il y avait la conjointe de Steve Boutet puis de Yann Pike aussi. Fait que, puis des petits coups d'œil qu'on jetait en voulant dire tu sais, dans ce temps-là, ça te tente de te lever puis de faire comme tu sais, ferme ta gueule, mais tu veux pas être le gars qui provoque une bagarre au diamant pendant qu'il est en train de filmer un show potentiellement pour la télé aussi. Là. Il faisait des tests cette soirée-là. Fait que, comme, come on, guys, man, pas vrai. Là. Tu vois que l'évolution n'est pas encore complète. Définitivement pas. Puis c'est encore pire pour les gens qui viennent pas souvent, dans le fond, à la lutte. Tu sais, c'est plate parce que pour les filles, le respect est toujours à regagner. Genre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, en plus, c'est contre un gars. Je veux dire, je ne dis pas que c'est acceptable, mais ce type de commentaires-là sont vraiment plus souvent entendus dans un match de filles. Ouais. Mais là, dans un match intergender, je suis quand même surprise. La foule de Québec, ben voyons, là, c'est quoi votre problème? Ouais, c'est ça. Vous valez mieux que ça, là. Ouais, c'est 2 personnes, là. Je te dirais c'est 2-3 personnes, là. C'est pas une foule complète, là, mais... Non, mais il y a personne qui a rien dit non plus, puis c'est... Ouais. Puis, tu sais, on va s'entendre, les attailleurs de Lou et de Rose, c'est pas des attailleurs non plus qui sont propices à être provocateurs, là. Tu sais, encore moins Lou, son attailleur est très simple, là, selon moi, là. Tout à fait. En tout cas, je voulais juste le recaller une deuxième fois parce qu'on parlait d'Intergender, puis c'était probablement 2 des meilleurs matchs sur la carte aussi. Fait que, tu sais, ils se donnent en crime, là. Tu sais, les suicide dive, Rose a fait même un front flip top rope sur Zach en bas du ring. Écoute, nice. va faire ça, mon gars, avant de faire tes calls. Va monter sur le 3e call, regarde en bas. D'après moi, tu vas redescendre vite parce que c'est haut. C'est ça, exact. Bon, exactement. C'est dit. C'est très haut. C'est très, très haut. Moi, j'ai le vertige, puis c'est ça. Fait que là, on enchaîne avec... je te laisse le floor, mais Ruby Rose, pour continuer. Oui, ben en fait, comme j'ai expliqué tantôt, j'ai décidé de pousser mes recherches sur l'intergender vraiment au Québec. Et il y a quelques petits sujets, dans le fond, que je veux aborder. Comme exemple, là, le premier que j'aimerais aborder, c'est l'historique, en fait, de l'intergender au Québec. Tu sais, on associe beaucoup de noms à la lutte du début des années 2000. Tu sais, je pense justement à Lufisto, qui à l'époque était Precious Lucy ou Lucifer. D'ailleurs, c'est sûr que j'ai pas... Prenez en note, ne soyez pas fâchés contre moi, OK? J'ai pas fait la totalité des fédérations au Québec, bien entendu. Il y en a beaucoup trop. Je suis allée chercher les principales. Celles que je savais aussi qui renaient beaucoup du intergender depuis vraiment longtemps parce que j'avais vraiment envie de mettre l'emphase, de mettre en lumière ces fédérations-là, en fait, là, qui ont rapidement fait tomber un peu cette forme de tabou, ce tabou-là, en fait, on va le dire, là, assez rapidement. Le premier match que j'ai trouvé, en fait, intergender date de 1998 et c'est Lucifer, donc Lufisto. C'est contre Super Headhunter à la NCW. C'était son premier match ever, ouais. Super Headhunter. À Lufisto, ça. À Lufisto. Ben, en fait, là, c'est ça. Mais en passant, mes informations viennent de Cage Match. C'est mon site. Donc, j'ai pas été nécessairement chercher ailleurs, mais toutes les informations que je vais vous donner aujourd'hui sont de Cage Match. Ouais, c'est un bon site, ça. C'est rapidement pour avoir des résultats d'anciens matchs pour des recherches, c'est bon. Exactement. Donc, c'est vraiment là-dessus que j'ai cherché. Donc, 1998, Lucifer versus Super Headhunter à la NCW. Donc, son premier match, bien entendu, dans une époque où les filles se faisaient vraiment, vraiment rares. À l'époque, on avait Sexy Julie, si je me trompe pas, Francesca Prou, qui était déjà là dans ce temps-là à la ICW. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de... En fait, les filles venaient beaucoup de la ICW, là, si je me trompe pas, dans ces années-là. C'était vraiment là. Sinon, après, dans les intergender, je vais y aller vraiment avec Lufisto qui a vraiment ouvert la porte, là, on va le dire, au intergender au Québec.
Ensuite, j'ai trouvé à la FLQ, il y aurait... En fait, à FLQ, le premier match intergender de Lufisto date de 2002. C'était contre Carl Dick et MTH. OK. Oh, shit. Ouais. Ensuite, IWS, encore une fois, 2002, Lufisto contre The Arsenal. OK. Mais était Precious Lucy, si je ne me trompe pas, là, à ce moment-là. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Et il y a eu la CWA aussi, en 2003. Versus The Arsenal aussi, si je me trompe pas, parce que j'ai pas noté le nom à côté, mais 2003, qui a présenté un match intergender. Donc, la CWA, je ne me souviens pas de la CWA. Ouais, c'était ma prochaine question. C'était quoi la CWA déjà? Ça doit être comme Canadian Wrestling Association ou quelque chose comme ça. C'était pas au Bogey, ça, à un moment donné, cette fédération-là? Il me semble que oui. Ça me dit quelque chose. C'était ce qui était avant la IWS, là, au Bogey. Ouais. Il me semble que ça fait... S'il y a des gens qui connaissent la réponse, n'hésitez pas à nous corriger. Donc, il y a aussi d'autres lutteuses, en fait, là, qui ont commencé en faisant des matchs intergender par manque de filles, bien entendu, dans la business. Et je pense à Sweet Cherry. Ouais. Sweet Cherry, son premier match 2002 également contre Master of Pain. Écoute, les noms, hein? Je sais pas c'est qui Master of Pain, mais moi, tu vois... On le salue. Ouais, on le salue, mais je parlais tantôt de mes souvenirs, là. Pour moi, je sais que Lufisto, c'est la pionnière, mais pour moi, c'est Sweet Cherry. Sweet Cherry, c'est la fille que j'ai vue le plus souvent lutter, probablement parce que j'allais souvent à FLQ dans le temps sur Rosemont, je me trompe pas. C'était sur Rosemont, en TJ, FLQ, à un moment donné? Ouais. OK. Fait que moi, j'ai vu souvent Sweet Cherry. C'était mon premier contact féminin que j'ai vu lutter au Québec, c'était Sweet Cherry. Fait que très, très, très bonne lutteuse. Puis j'étais impressionné à l'époque par son travail. Ben, tant qu'à moi, Sweet Cherry est définitivement la deuxième légende. Tu sais, c'est sûr qu'on parle beaucoup de Lufisto, puis on n'a pas le choix parce que c'est elle qui a innové là-dedans. C'est elle qui a fait en sorte, qui a brisé des barrières. Là, je pense à l'Ontario où elle a été même en cours là, pour légaliser les matchs intergender. Donc, Sweet Cherry, tant qu'à moi, étant l'élève en plus direct de Lufisto, a vraiment ouvert beaucoup de portes là, pour l'intergender. Et j'ai regardé, et je pense que ces 10-15 premiers matchs sont tous contre des gars aussi. Là, j'ai vraiment noté le premier, mais je veux dire, ils ont commencé puis ils luttaient exclusivement contre des gars. Encore une fois, il n'y en avait pas de filles, mais c'est tellement cool que dans ces années-là, il y avait des gars qui étaient assez open pour faire comme « Hey, let's go, viens lutter contre moi. » Il n'y en a pas de problème parce que, veux pas, les filles travaillaient... on travaille encore très, très fort, mais je pense que c'était une époque où il fallait vraiment se donner là, à 100%. Puis il n'y avait pas beaucoup de survivantes là, dans ces trainings-là quand il y avait plusieurs filles. Là. Donc, on va leur donner ça. Lufisto, Sweet Cherry, définitivement, leurs premiers matchs ont beaucoup aidé là, à la lutte intergender. Je suis curieux de savoir, est-ce que leurs premiers matchs étaient des défaites? Mettons, est-ce que ça a pris plusieurs matchs avant qu'ils obtiennent la victoire ou ça a été rapide? Est-ce que tu as vu ça dans tes résultats? Oui, j'ai regardé dans les résultats, puis effectivement, c'est un fait. Ça a pris un petit peu de temps avant qu'il y ait une victoire. Mais je pense que Lufisto, si je me trompe pas, je l'avais-tu noté? Non. Lufisto, si j'avais bien compté, ça y a pris comme peut-être une dizaine de matchs environ là, avant d'avoir une victoire. Sweet, à peu près la même chose. Mais tu sais, quand il arrivait contre des filles, ce qui était plutôt rare, quand il arrivait contre des filles, généralement, ça allait bien puis il gagnait. Mais parce qu'il était justement habitué là, à la lutte intergender, j'imagine que dans le booking, ça faisait beaucoup plus de sens là, de les faire gagner quand ils arrivaient contre des filles. Mais en même temps, c'est ça faisait comme... Pour être poli, c'était comme des jobbers, dans le sens que, tu sais, ils perdent souvent, fait comme ça, t'as l'impression qu'ils vont tout le temps perdre, puis quand ils gagnent, ben, c'est spécial, ça fait un moment, genre, hors du commun, fait que là, ils gagnent jamais, fait que là, deux coups, ils ont gagné, fait que je comprends l'effet pourquoi ils vont perdre beaucoup de matchs avant, là. Ouais, exact. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, c'était pas nécessairement la raison, dans le sens que c'était comme, parce que c'était des femmes, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
Parce qu'il faut, on va pas se mettre la tête dans le sable qu'à l'époque, puis on parle d'époque, on en parle encore aujourd'hui, que un fille contre un gars, ben ça va prendre elle peut pas gagner clean, ça prend une intervention. Puis là, quand elle gagne trop clean, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Faut qu'elle fasse 3-4 fois son finish sur la tête, puis après ça. Bref. C'est ça. Ouais. Mais j'ai remarqué aussi, puis ça m'a pas surprise parce que déjà, c'est quand même une des fédérations, la deuxième fédération la plus vieille, je pense, après la ICW, ou si c'est pas la fédération la plus vieille, là, pardonnez-moi mon petit trou de mémoire, là, mais la NCW aussi a donné rapidement place à la lutte intergender. Je pense entre autres à Julie de Red Fox, qui est quand même une pionnière, elle aussi, là, du intergender. Elle n'a pas sorti beaucoup de la fédération. Donc, c'est probablement un peu ce qui explique le fait qu'on connaît peut-être un petit peu moins Julie de Red Fox, mais ça a été probablement, en tout cas, selon mes recherches, la première fille à détenir une belt masculine, c'est ça. Donc, au Québec, et ça date de 2003. Oh my God. Ouais, quand elle a gagné la NCW Tag Team en équipe avec Flatface Jeremy. Flatface Jeremy, c'est quoi ces noms-là? C'est clair, hein? En même temps, c'est drôle parce qu'elle a gagné des ceintures par équipe avec un autre homme. Oui, mais il y avait... C'est pas totalement une femme que... Tawil a gagné un titre masculin, mais elle était avec un homme. Fait que c'est pas comme si le même mérite que ça a été avec une autre fille. Ouais, puis ça, mettons Mad qui gagne les belts pour la première fois en 2003. Ben là, tu fais comme, OK, c'est des femmes qui ont remporté. Là, tandis que là, elle gagne, mettre un astérix parce que c'est avec quelqu'un. Tu comprends? Ou elle tout seule, au pire. Là, tu sais, ouais, c'est ça. Mais il n'y avait personne. Baby steps. C'est ça. En fait, je pense qu'à la NCW... à cette époque-là, il n'y avait vraiment pas d'autres filles. Vanessa Craven est arrivée éventuellement un peu après. Il y a eu, comment qu'elle s'appelait? Oh mon Dieu, elle était dans une... Même pas, elle est arrivée plus tard, je pense. Elle est arrivée comme 2004. Elle était dans une équipe de bizarres, là. Elle était avec James Craven, Malicia Luciferia. Ah ouais, ça me dit de quoi, ouais. Ouais, hein? Je me souviens vraiment pas de son nom, c'est vraiment fatigant, mais elle aussi. C'est des années que j'allais là-bas en plus. C'est des grosses années de la NCW. T'avais Don Paysan aussi, qui était quand il était pas loin de 2006 champion. C'est ça. Alex Price. Oui, Alex Price, James Craven, en fait, les Untouchables qui étaient à l'époque Samson et pas Samson, non, c'était James Stone et Don Paysan, je pense, qui était Untouchable. Ou qui était ou Samson, c'est plus sûr. Je suis vraiment plus sûre. Mais ça c'était les grosses années, effectivement, là, de la NCW. Mais oui, la NCW s'est trouvée à être dans les... en fait, selon mes recherches, la première fédération québécoise a donné une belt à une fille, même si c'est une tag team. Je dirais que jusqu'à maintenant, pour avoir encore une fois fait beaucoup de recherches, les belles tag teams sont celles qui sont principalement gagnées par les filles, toujours mixées avec un homme. Je pense à IWS, qui n'a jamais eu une fille qui a gagné un titre masculin avant 2023, qui est Christara, en équipe avec Alex Mays, en tag team. C'est fou, là. 2023. 2023, effectivement. Il y a eu... Julie de Red Fox a été 2 fois championne par équipe, la deuxième fois en 2007 à la NCW, cette fois-ci en équipe avec Black Eagle. Sinon, après, ça va à 2010, où la Parfaite Caroline a gagné un championnat par équipe également à la JCW. La JCW Jonquière, sincèrement, eux aussi sont quand même assez pionniers pour la lutte intergender au Québec. Moi, je me souviens dans les premières années de la LF, donc 2006, là, que j'étais donc impressionnée par le talent des filles de Jonquière. En fait, je pense que tout le monde était impressionné par le talent des filles de Jonquière. C'était vraiment ils se démarquaient, là, toute la gang. Puis,
je me souviens qu'on disait toujours, mon Dieu, ils sont chanceuses. Eux, ils ont appris parce qu'ils ont lutté souvent contre des gars, ce qui n'était pas le cas là, dans les autres fédérations, tu sais. Ouais. Donc, c'est sûr que ça l'a beaucoup aidé là, à leur apprentissage parce que ça élargissait la possibilité d'adversaires, tu sais, de pas avoir à juste lutter contre les filles, malgré qu'il y était quand même beaucoup de filles là-bas, mais... Mais tu sais, il y avait un moment où il fallait que tu te déplaces quasiment en jonqueur pour aller voir des bons matchs féminins parce que c'est là que ça se passait. Puis là, on parle, tu sais, oui, il y avait Internet, mais c'était pas polarisant comme ça aujourd'hui. Puis il fallait que tu te déplaces pour voir la Parfaite Caroline puis toutes ces autres filles-là qui luttaient dans ce patelin-là. Puis nous autres, on connaît une couple de gars aussi qui étaient là-bas. Je pense que Mitch Thompson aussi a lutté là-bas, si je ne me trompe pas. As-tu lutté à la JCW ou c'était... Mitch Thompson, c'est à la GEW. C'est à la GEW, oui, je me suis trompé. À Granby, ouais. C'est ça. Mais bref, très bon talent monteur. Oui, tout à fait. Tu sais, je pense à Travers, je pense à Mr. Brown qui vient de là-bas. Judas, il a commencé là-bas aussi. Donc, il y en a quand même là, des très, très bons lutteurs là, qui étaient là-bas à l'époque, qui ont aidé beaucoup les filles dans leur apprentissage puis dans l'intergender. Vraiment, une grande ouverture d'esprit de la part de la JCW aussi. Puis ont donné quand même, si on veut, la deuxième belt qui a été donnée à une fille. Là, finalement, au Québec, là, c'est la JCW qui a fait ça à la Parfaite Caroline, qui a donné ça à la Parfaite Caroline en 2010. J'ai une grosse question, moi. Oui, vas-y. Est-ce que, j'imagine que la réponse est non, ou peut-être Lupisto, est-ce qu'il y a déjà une fille qui a gagné un titre majeur masculin? Non, hein? C'est la prochaine, prochaine on dirait quasiment qu'on s'est parlé là. Colin. En 2012, Lupisto va remporter ça va être la première fille au Québec à remporter un titre majeur dans une fédération, et ça va être celui de la NSPW. Elle va lutter contre Simon. Oh non, là, j'ai pas noté son nom, je suis dans même poche. Pas Simon Easton? Non. Okay. Ouais, ça m'aurait étonné. J'ai juste Simon. C'est-tu Simon Martel? Mais non, c'est pas Simon Martel. Simon Says, non? Non, pas du tout. Simon Says, très GW aussi. Non, en fait, elle a gagné en 2012, là, pour la première fois, il y a eu une fille qui a gagné un belt majeur, et c'est Lufisto. Ensuite, belt majeur, et là, je mets vraiment, c'est vraiment la seule qui a gagné un titre dans mes recherches, du moins, dans les fédérations que j'ai recherchées aussi, là. Donc, encore une fois, si vous avez s'il y a quelqu'un qui a un commentaire par rapport à une fille qui a gagné un titre majeur, je veux le savoir. Mais il y a les championnats un peu, tu sais, les championnats qui sont l'équivalent un peu de l'Intercité, là, tu sais, d'Inter. Il y a eu un peu intercontinental. Intercontinental, exactement. Je sais que la ICW avait un championnat qui était classe ouverte à l'époque, si je ne me trompe pas. Il y a eu Eve qui a été championne, entre autres, de cette fédération-là. Je n'ai pas l'année exactement parce que la ICW ne se trouve pas sur Cage Match. C'était pas le championnat olympique, ça se peut-tu? Oui, championnat olympique, c'est exactement ça. Donc, championnat olympique, Eve a été championne. J'ai déjà eu, c'est pour ça que je dis ça. Tu l'as déjà eu? Ah ouais? Donner ça à n'importe qui à la fin, hein? Non, tu ne l'as pas donné à toi. Ouais, c'est ça. Vas-y, continue. Il y a eu également, je pense, Désirée et Vanessa qui ont été championnes olympiques aussi là, à la ICW. Donc, bien joué la ICW pour ça. Et fais-toi confiance, j'ai vérifié l'information. Lupisto, c'était contre Simon Martel. Simon Martel, OK, j'avais raison. Ouais. Donc oui, c'était bien contre Simon Martel. Super match, j'étais là. Le pop, c'était incroyable. C'était incroyable. Ce soir-là, tu sais, la foule de la NSPW, c'est déjà quelque chose. Ils ont déjà de l'ambiance dans le tapis. Wow! Quand elle a gagné, ça l'a vraiment explosé. Il y a plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec cette décision-là. Puis je m'en souviens. Puis à l'époque, en fait, à l'époque, c'est toujours Michael Style, Michael Bisson, là, qui book la NSPW, et je me souviens qu'il sautait en arrière, il était donc content que la foule réagisse comme ça, il était vraiment fier de sa shot. D'ailleurs, Mike est clairement
une des personnes les plus ouvertes à l'intergender que je connais là, au Québec, autant pour lutter que dans son booking. Parce que ensuite, on monte en 2017, à l'époque où M. Bisson était booker pour la NCW et où j'ai remporté le championnat par équipe de la NCW avec Leon Saver. OK. Ouais, mais c'était une belle époque, puis on était vraiment un beau team. J'étais en équipe avec Sally jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et Léon est venu à ma rescousse, tel un chevalier, un peu chevalier. Chevalier de colon. Il y avait les cheveux courts dans ce temps-là, hein? Oui, il y avait les cheveux courts. Moi, je préférais la version courte de C'était-tu dans le temps de l'agence, ça se peut-tu, ça? Non, c'était après l'agence. OK. Ouais. C'était après l'agence parce que l'agence, c'était quand on était au Saint-Barthélemy. Puis nous, c'est à Sainte-Thérèse qu'on a gagné les belts. Fait que c'est quand même plusieurs années là, plus tard. Oui, on a donc, grâce au bon booking de M. Bisson, gagné les belts. Puis je tiens à faire mes excuses publiques parce que jusqu'à aujourd'hui, je croyais avoir été la seule fille à détenir une belt masculine à la NCW. Donc, je m'excuse personnellement à Julie de Red Fox qui n'écoute probablement pas le podcast, mais je sais qu'elle a des amis qui le font. Fait que je m'excuse, Julie. Ouais, c'est beau, Julie, je l'ai arrangé. Ouais, c'est ça. Mais ouais, donc on a gagné les championnats par équipe, Léon et moi. Dans un match d'échelle en plus. Donc, quand même. Ouais, c'est moi qui est allé décrocher les belts en shakeant un peu. C'était ton premier match d'échelle que tu avais fait? C'était mon premier match d'échelle que je faisais. J'avais déjà fait un match hardcore contre Sally. OK. Dans lequel on avait monté dans une échelle et qu'on était tombé dans une table en bas. Mais c'était la première fois que j'allais décrocher quelque chose. Là. C'est quoi le feeling quand t'es rendu en haut puis tu sais qu'il faut que tu pognes la belt? Est-ce que tu regardes en bas? Est-ce que t'es genre... Ah, faut pas que je regarde en bas. Faut pas que je regarde en bas, sinon c'est sûr que je tombe. Tu regardes-tu la foule? Ben oui, parce que j'essaie de vendre mon... je vais l'avoir, mais... ouais. Jay te demande ça parce qu'il s'est jamais rendu jusqu'en haut de l'échelle. Non, c'est pas vrai. J'ai gagné dans un match dans ma carrière, OK? Ben oui, c'est stressant. C'est quand même stressant. Ouais. En haut de l'échelle, là, faut le dire. Là. Surtout quand c'était vraiment haut. C'était vraiment haut. En tout cas, moi, je suis pas une personne très à l'aise en hauteur. Donc, moi, les matchs d'échelle, je trouve que c'est les matchs les plus... avec le cage match, là, les vieilles cages, là, quand tu peux essayer de sortir, je trouve que c'est les matchs qui sont le plus le fun à raconter une histoire. Là. Tu sais, mettons, Trish contre Becky à Payback, j'ai adoré le match de cage parce que c'était vraiment plus un old school match de cage. Puis, c'était vraiment, vraiment bon. Puis, tu sais, avec une femme de 47 ans qui est belle comme pas une, puis qui se massacre la face, puis le corps, ouf! C'est vrai que c'est tellement fun de faire un ladder match. En tout cas, je parle dans ma carrière à moi. Quand j'ai fait de ladder match, toujours du fun à le faire, même si des fois c'est dangereux, veux pas, évidemment. Mais le feeling que tu as quand tu fais un spot d'échelle réussi, c'est juste un bon feeling. J'aime bien ça, moi aussi. Ouais, toutes en fait, je trouve ça tellement impressionnant, justement, de voir que la lutte féminine à la télé s'est développée là, à ce point-là. Moi, je me souviens du premier cage match, là, le premier Hell in a Cell, qui était Charlotte contre Becky aussi. Non, Sasha Banks, ouais. Sacha Banks. Ouais. Puis que j'étais bien déçue parce que j'avais pas trouvé ça super bon. Puis, mais quand à cause même, de Charlotte. Probablement. Mais ça l'avait quand même tourné une page d'histoire assez impressionnante à la télé, donc pour la WWE. Donc, il manque juste que finalement une fédération majeure décide d'inclure l'intergender. En fait, la AEW l'a un peu fait, là. Ouais. Mais il n'y a pas eu de one-on-one encore là, qui se sont donnés. Mais la fille pour ça est là, puis elle s'appelle Rhea Ripley. C'est tellement ça, c'est tellement vrai. Ouais, mais les gars ne peuvent pas être touchés à Rhea Ripley. Ouais, mais c'est probablement une des plus grosses vedettes de la lutte de la WWE en ce moment. Pour vrai,
mâle, femelle facile, pour vrai. J'ai jamais vu quelqu'un. Elle fait tout le temps les manchettes. À chaque semaine, on parle de elle. Puis pour les bonnes raisons. Oui. Puis elle sait son côté cute, puis elle l'utilise, mais OK, viens-t'en, je suis cute, mais je vais t'en coller une. Oh ouais, je suis badass, là. Oh, ouais. Puis honnêtement, Rhea Ripley, je l'essayerais même pas. Puis le P là-dedans, c'est qu'elle a juste 26 ans. Fait que elle fait juste commencer. Là. Puis moi, je vais m'excuser parce que je l'ai souvent dénigré, Rhea Ripley, dans le passé. C'est vrai. Je m'excuse, je la trouvais pas bonne. Il voyait rien en elle. Je voyais rien en elle, puis je m'excuse parce que aujourd'hui, je ravale mes paroles et je regarde et je suis impressionné. Mm-hmm. Yes, good for her. Ouais. Exactement. Oui, donc, où est-ce que j'en étais? Ah oui. J'étais à moi qui a gagné en 2017 le Tag Team NCW. Mm-hmm. Et après 2017, on monte en 2019. 2024. Non, ouais, c'est ça. On monte en 2019. 2019, non, parce que je n'ai pas gagné avant la pandémie. Donc, ça veut dire que c'est 2021. 2021, 2022, NWC. OK. Ouais. NWC. C'est vrai. Et là, c'est vraiment la première équipe entièrement féminine. En fait, c'est la première équipe entièrement féminine qui gagne un championnat au Québec. Par contre, faut se dire que tout ça s'est déroulé à peu près dans le même temps. Il y a eu Kira et Sally à la ALE aussi qui ont gagné à une semaine d'intervalle, eux aussi, le championnat par équipe de la ALE. Il y a également eu la Parfaite Caroline et Grimsky qui ont gagné le championnat de la JCW par équipe, ils ont fait un title switch avec Kat Von Gogh et Lufisto pas longtemps après pour reprendre les ceintures un peu plus tard. Donc, 2 équipes féminines de suite qui ont gagné les belts à la JCW. Donc, ça a été quand même une bonne année pour les équipes féminines cette année-là, partout au Québec, on s'entend. Ouais. Bien sûr, 2023 marque la 2e fille à gagner un titre en solo qui a toujours appartenu, là, en fait, un titre majeur qui est Lou, qui gagne le junior heavyweight de la NSPW en 2023. Elle est rendue à 308 jours de règne, donc ça se passe super bien pour elle. Là. Puis c'est pas des petits title defense, là. Oh no! Non. Tabarouette, des matchs d'échelle. Écoute, elle a battu Zach. Elle a battu Zach 2 fois, je pense. Elle a battu... Elle a eu des 4-way aussi entre-temps avec Michel Plante, des gars comme ça. Même Matt Falco, même. Fait que... Écoute, oui, Matt Falco. Elle a eu des singles contre Falco. Elle a eu des matchs d'équipe, mais en fait, là, qui n'étaient pas nécessairement défendre, mais en équipe avec les Untouchables contre les grosses équipes quand même. Donc, oui, là, elle a eu... depuis qu'elle est championne, elle a eu vraiment des solides matchs. Mais... Ça, je te pose la question, Marie, là, dans le booking, là, est-ce que c'est dangereux? Parce que Lou est forte, on le sait, c'est une battante, elle est bonne aussi, c'est une bonne lutteuse. Là, mais est-ce que si tu bats un Zach Patterson, un Matt Falco, mettons Marco Estrada, contre qui tu peux la faire perdre puis c'est légitime après? Parce que si tu bats tous ces gars-là, je veux dire, au moment donné... J'ai pas tout vu ces matchs, donc je peux pas te dire à quel point que toutes les fins étaient clean ou comment qu'elle a réussi à gagner aussi. Je peux pas croire qu'elle a battu Matt Falco en faisant son finish une fois. Je peux pas croire que il y a quand même. Je pense qu'il y a une bonne logique derrière tout ça. Est-ce que j'ai la réponse à ta question? Je ne crois pas. Parce que point de vue booking, tout est encore possible à mon avis. Je pense que pour Lou, en ce moment, sky is the limit. Je souhaite infiniment que
on puisse encore plus builder le character qu'elle a cette année en tant que championne. Rendu là, j'y souhaite même de battre un record là, de championnat, là, let's go, pour détenir le championnat. Qu'est-ce qui va arriver à la fin de tout ça? Ben, il va falloir que ça soit vraiment un happening, là, qu'on se le dise. Puis, je pense pas nécessairement que ça prend une victoire contre un Matt Falco ou contre un Marco Estrada pour lui enlever le titre. Il faut juste que ça soit bien fait. J'ai l'impression peut-être que la victoire pourrait venir de quelqu'un de plus proche d'elle sans qu'elle s'en aperçoive. Mettons quelque chose de plus doux, un Michel Plante. Je sais qu'il tease beaucoup Michel Plante contre elle. Mais tu sais, un Michel Plante qui est nécessairement une menace dans le sens que c'est un gars gentil. Ouais. Mais moi, je verrais Lou, là. Je pense que Lou va être, si ça change pas et il n'y a pas de blessure, on ne souhaite pas, là. Ça va peut-être être la première championne. Ben, il y a eu NSPW et le Luxisto, mais ça va être la prochaine championne féminine avec un titre peut-être World Heavyweight, d'après moi. Là. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Puis, je pense, là. On sait que la NSPW a quand même un cercle assez fermé. Puis, c'est dur, là, malgré que là, il commence à monter un peu plus l'ouverture d'esprit, d'amener, là, il y a une nouvelle équipe féminine qui est Azael, puis Grimsky, c'est ça qui est Pretty Angry. Ben, j'espère que ça va builder un peu plus les caractères féminins, puis que justement, amener Lou championne, ben, est-ce que ça va amener à d'autres filles, peut-être championnes à la NSPW. Tu sais, un angle un peu comme Acclaim avait fait une année, là c'est en Ontario, Acclaim, mais quand même, Acclaim, un année, avait, si je me trompe pas, là, il y avait, en fait, tout leur championnat était détenu par des filles. 100% des championnats étaient détenus par des filles. C'était vraiment un girl power era, puis ça l'a un peu révolutionné cette fédération-là, à mon avis, qui c'est vraiment comme on parlait de Acclaim, puis là après on a parlé de Acclaim. Genre c'était vraiment, ça l'avait vraiment monté d'un échelon la fédération, fait que ça serait vraiment cool que la NSPW prenne un angle un peu comme ça, sans nécessairement donner toutes les belts à des filles, mais si on amène Lou en tant que championne, ben ça l'amène des opportunités peut-être à d'autres filles d'aller l'affronter, puis d'avoir des matchs 100% féminins pour la grosse belt, ce qui est jamais arrivé, si je me trompe pas. Même un match pour le Junior Heavyweight, je sais pas si c'est arrivé 100% féminin, parce qu'ils ont fait un four-way, mais il y avait des Generate dedans. Là, encore une fois, je suis pas sûre à 100%, mais il n'y avait pas deux femmes dedans, il y avait juste... C'était Lou, Degenerate, Azael, puis Miley. Ouais, ça se peut qu'Azael, parce qu'Azael puis Lou ont quand même une grosse historique du côté de Québec puis du côté de Shawinigan, là, donc ça se peut. Mais Azael aussi, là, qui est très, d'après moi, elle aussi a une bonne chance de remporter un titre en solo. Je sais qu'elle a eu des blessures aussi, par exemple. Oui, elle s'est blessée au genou. Je pense qu'elle ralentit un petit peu là, cette année pour des raisons personnelles, mais tu sais, comme là, les commissaires de la FCL, donc elle a quand même des bons projets là, devant elle de ce côté-là, là, c'est sûr, mais je le souhaite. Là, si Pretty Angry peut aller compétitionner contre les équipes de la NSPW, ben let's go, là, moi je ne veux que ça. Ouais, puis en plus, il y a des certaines MAD qui sont pas très loin en arrière dans le rétroviseur, j'ai l'impression. Ben, c'est sûr que là, maintenant, on détient le championnat de la BCW, championnat par équipe de la BCW. C'est ça. On l'a pas défendu encore, bien entendu, parce que je l'ai gagné au début du mois de juin, puis après, j'ai pris l'été de congé. Mais on a une grosse défense le 23 septembre contre Casanova Productions. Ça va être notre première défense, donc les anciens champions de la IWS contre nous. J'ai vraiment hâte à ce match-là. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup Matt Viviani et Giordano. Donc, bien hâte à ce match-là. Évidemment, tu as mentionné beaucoup de personnes qui ont gagné des titres féminins, des titres masculins dans les femmes. Toi, tu en as gagné beaucoup. Est-ce que tu as comme ça... Bon, pardon, on va dire comme il faut. Quand tu as commencé ta carrière, est-ce que tu pensais
à gagner un titre masculin un jour? C'est quoi que tu avais vraiment pensé quand tu as commencé ta carrière? Les boys. Je pense en 2006, c'était pas quelque chose que je voyais possible. Mhm. Surtout que moi, en fait, je peux pas dire que je venais d'une fédération qui était fermée à ça parce que justement, à la XWF à l'époque, il y avait eu un match intergender sur un des galas qui était à l'époque, comment qu'elle s'appelait déjà? C'est quoi son personnage? Elle est devenue c'était Nikki, OK. son personnage contre Kickmaster, si je me souviens bien. Ouais. OK, oui. Je sais, les noms. Oh Mais c'était Nikki contre Kickmaster, si je me souviens bien, là, à la XWF. Mais je peux pas dire que je viens d'un endroit fermé, mais c'était quand même pas... c'était pas vraiment imaginable, je pense, OK. dans ma tête. Mais tu sais, ça m'a pris vraiment du temps, moi, gagner une belt. Puis ma première belt a été celle de la NCW. OK. Donc, ça m'a vraiment, vraiment pris du temps de gagner un championnat. Visiblement, je n'ai jamais fait ça pour ça. J'ai eu beaucoup de championship match, mais pas de victoire. OK. C'est intéressant, ça. Puis, tu sais, les matchs par équipe féminins contre des matchs intergender tag team, je trouve que ça donne aussi l'occasion peut-être de créer des chimies pour des futures rivalités single. Fait que ça, c'est toujours intéressant d'essayer de faire un mix and match pour savoir peut-être que cette personne-là, je la verrais contre cette personne-là, mais là, vu que tu peux essayer des choses là-dedans, là, probablement que les bookers aussi font ça. Puis il y a une affaire que je trouve plate, puis il doit y avoir une raison pour ça. J'aimerais ça avoir de la lutte un peu plus féminine à Battle War. Mon Dieu, mais si Twiggy et Mike écoutent, dites, je suis d'accord. Pour vrai, je trouve que c'est la seule chose qui manque là-bas. C'est vrai. Mais Battle War, d'ailleurs, j'en ai même pas parlé, mais Battle War fait partie de ceux qui ont eu beaucoup d'intergender aussi dans leur gala. Le peu il y a eu, il y a eu des matchs féminins. Il y a eu des matchs féminins, je pense à Angie Sky contre Stéphanie Sinclair, mais il y a eu justement Vanessa Craven qui a eu des matchs là-bas. En single, Lou est allée lutter 2 fois à Battle War. Je pense, si je me trompe pas, c'est Mathieu Saint-Jacques. Une fois contre Mathieu Saint-Jacques, une fois contre Channing Decker. Ouais, mais c'était quand même bien, pour vrai. C'était un bon match. Danny Léo est allé. Danny Léo est allé, mais c'était contre Chris Sarah. Ouais, c'était dark match en plus, je pense. Ouais, exact. Mais souvent, les Battle Royale aussi, il y a beaucoup, des fois, je vois beaucoup de lutteuses féminines là-dedans, comme j'ai déjà vu Mélanie Havoc comme aller dans une Battle Royale de Battle War. Oui, Mélanie Havoc, Sally a déjà été dans une Battle Royale. Donc, oui, c'est vrai que dans les... peut-être que c'est dans leurs critères ou peut-être que ouais. Mais c'est drôle, hein, parce que le personnage de Monsieur Saint-Jacques, de mon oncle Saint-Jacques, en fait, je trouve que ça serait tellement une belle façon d'introduire la lutte féminine. Ça fait un peu... De faire des Open Challenge, de refaire ça. Ça fait un peu vieux jeu, mais en même temps, je trouve que tu peux mettre, pendant que j'essaie de plugger mon ordi, je trouve que ça peut mettre over les femmes, puis d'introduire les femmes à Battle War. J'ai l'impression que ça serait tellement la bonne façon. Puis, tu sais, Mathieu Saint-Jacques, il peut perdre le nombre de matchs qu'il veut, puis ça changera jamais rien à sa vie. Parce il a perdu contre un ref, il s'en fout, je pense. Il a perdu contre un ref, c'est ça. Il perd aucune crédibilité, Mathieu. Là. C'est déjà bâti, cette crédibilité-là. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun problème. J'aimerais vraiment ça. Bouquez-les. Ouais. Mais Battle War sont beaucoup à la recherche de personnages. Fait que peut-être que pour eux, puis là, c'est vraiment une insinuation, c'est pas des faits, là. Peut-être qu'il n'y a juste pas de personnages assez forts féminins pour Battle War. Peut-être que c'est ça. Who knows? J'aimerais vraiment ça connaître cette réponse-là. Donc, si on a quelqu'un à l'appareil qui est capable de répondre, ben let's go, tu sais. Bon, au prochain Battle War, on va faire des pancartes. Break Women's Wrestling, tout. Oh my God, oui! Ouais, Sally serait bonne. Moi, j'ai vu une promo d'elle pour la TEW récemment, là, puis... Cette promo. Je pense que je l'ai pas vue lutter souvent. Ou peut-être même jamais en personne. Mais tu sais, TJ, tu le sais, là, c'est le genre de personnage que moi, je peux
aimé beaucoup. Puis, ouais, c'est ça. Fait que si jamais un jour j'ai la chance de travailler avec elle dans son personnage, niveau artistique, je pense que c'est un personnage que j'adore. Ouais, j'aime bien ça, ces affaires. Oh là là, j'adore. Sally qui est à une semi-retraite là, en ce moment, en fait, là, parce qu'elle va revenir. Elle a dit semi, c'est correct. Ben, moi, c'est ça, j'ai dit semi parce que je le sais que la TUW, là, elle continue là-bas, mais je sais qu'elle va dire non à pratiquement tout le reste. Là. Je pense que c'est vraiment, ça va être une exclusivité. Je dis pas qu'elle dit oui non à tout, mais d'après moi, si vous voulez voir Sally en action, la TUW va être en ça, je trouve ça bien, moi, des fois qu'il y a du monde qui reste juste à une place comme ça fait, tu vois pas tant le même monde à tous les shows que tu fais, là, tu sais. Je trouve ça le fun pour ça, là, mais même si en même temps, c'est plate pour du monde qui vont juste à une fédération, puis la personne qui veut le voir lutter, ben, elle va jamais là. Exactement, puis surtout, avoir une exclusivité dans un endroit comme Thetford Mine, qui est quand même loin de tout. En Marco. Oui, j'étais là la semaine passée, je confirme, c'est loin. C'est vraiment loin. Mais c'est loin de tout, fait que c'est cool pour eux, mais pour le fan moyen qui veut se déplacer dans plusieurs fédérations, ne va pas nécessairement faire cette route-là non plus. Exact. All right, écoute, Chris, on a fait quasiment 1 heure encore là-dessus. Avais-tu d'autres choses à nous dire? J'avais une question pour vous, parce que le dernier sujet, en fait, le dernier, c'est les matchs marquants, en fait, du intergender. Donc, est-ce que dans votre esprit, là, quelque part dans vos souvenirs, il y a un match intergender qui vous a vraiment marqué? Québec ou Total? Parce que Québec, je vais être bien franc avec toi, là, j'ai aucune connaissance. Ça peut être Total. Let's go. On y va pour le World. Ben, moi, c'est pas nécessairement un match. Mais tu sais, je me souviens, je me souviens pas parce que j'étais pas là à l'époque, mais j'ai vu beaucoup de vidéos par la suite, évidemment. Mais il y avait évidemment dans le temps, il y avait Andy Kaufman qui est celui qui a commencé la lutte intergender aux États-Unis, dans le mainstream. Puis lui, ce qui est intéressant là, c'est qu'il challengeait les femmes pour des combats. Mais tu sais, la joke là-dedans, c'est que lui, tu sais, il met comme un pic, là. Il est pas gros, il est pas imposant. C'est pas comme Marco Strada qui arriverait puis il voudrait faire des matchs contre des femmes, tu sais. Mais lui, il faisait ça. Puis comme ça, il générait de la hate pour son personnage. Puis ils ont fini par mettre ça dans une rivalité plus grosse avec Jerry Lawler, qui a fait évidemment les manchettes au show de David Letterman, là, puis tout ça, là, la slap qu'ils ont pris dans le Man on the Moon, puis tout ça. Puis c'est plus ça qui me marque. Évidemment, il y a une couple de matchs là, qui ressort du lot. Comme je me rappelle, il y avait un combat, c'était Lita, puis... quoi? Tu t'en vas donner mon pic, là. Tu peux pas donner des matchs de même quand tu penses-tu que j'ai 15 matchs qui me viennent top of my head? Là, c'est le dernier que je vais faire, je vais te laisser le reste après. Là. C'est les top puis Trish contre Christian puis Chris Jericho. C'était ça mon pic, là. Écoute, mais vas-y, tu peux en parler du match, vas-y. Non, mais c'est pas juste le match. Le match était vraiment bon, mais la rivalité aussi, là. C'est pas un match. Genre, on fait un match pour faire un match. Ça a duré genre 3-4 mois, la rivalité. C'était du storytelling long time. Là. Écoute, tout ça pour un bet que Jericho peut sortir avec Trish. Puis il se fait surprendre. Tu sais, Lita, c'est la badass. Trish, c'est comme le pretty girl. Mais attends un peu, tu es en train de me dire que moi, je vaux juste un 2 piastres canadien. C'était fort, c'était solide. Puis sinon, là, ça va paraître un peu, pas tête enflée, mais on va prêcher pour notre paroisse. C'est que nous autres, on a déjà fait un intergender ensemble. Ah oui? Contre, dans notre Fed. On pourrait appeler semi-backyard, semi-pro, mais ça se regarde super bien. Puis c'était contre ma blonde, en plus de l'époque, qui est zéro lutte. Là. On l'a comme juste pitché là-dedans, puis elle a accepté. Puis contre une de mes ex. Puis on a fait un match, moi et TJ contre ces deux filles-là. Puis pour vrai, on s'est entraîné 3 vendredis de suite. Puis c'était de A à Z, là. Virgule. Il n'y avait rien, il n'y a pas d'impro. OK. C'est tout écrit. C'était tout écrit. Tout comme un scénario parce que on pouvait pas faire autrement. On peut pas leur dire Eptos, ils savent pas c'est quoi. Avec... Puis tu sais, pour l'époque, puis personne ne savait. Puis tu sais, dans le fond,
on a teasé tout le long que c'était TJ qui faisait l'heel turn, puis à la fin, c'est moi qui l'ai fait. Wow. Mais pour vrai, pour ce que c'était à l'époque, je trouvais que c'était vraiment bien fait. Là. Ouais. On veut un lien de ça. C'est-tu trouvable sur Internet? Ouais, je l'ai mis. J'ai déjà mis, mais je peux le remettre, je te l'enverrai au peu. Un moment donné, on avait l'idée pour ce podcast-là de faire le match en watch-along, mais peut-être un autre moment donné, on verra. Là. Mais non. Puis sinon, rapidement, il y a 2 matchs qui viennent de me venir en tête. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux récemment. C'était Stephanie McMahon qui était avec Zach Gowen contre Brock Lesnar. Puis donc, Brock Lesnar, il a pas été de main morte avec les deux. Là. Puis évidemment aussi, un match avec Stephanie McMahon, c'est contre son père Vince, le I Quit match qu'il avait eu. Ça, c'était quelque chose là, de voir, évidemment, c'est de la lutte, on le sait, mais de voir le père faire des coups de tuyau à sa fille, il veut pas, il y a pas une pareille, tu sais. C'est famille de malade, ça. Ouais, puis non, mais c'est des affaires de même, des fois, qui ressortent du lot, là, que tu vas te rappeler, là. Fait que, en gros, c'est pas mal ça, là, les matchs qui m'ont marqué côté intergender. OK. J'ai pas de match précis, mais comme je disais au début, là, Sweet Cherry, à l'époque, c'était vraiment... je me souvenais quand j'entendais sa musique, puis que je la voyais sur le show, j'étais tout le temps intrigué par ses matchs. Tu sais, souvent, ça, on parle du temps où le monde dit « Ah, match de filles pose pipi », tu sais, irrespectueux, là. Yep. Moi, là, quand c'était Sweet Cherry qui était là, je regardais le match, puis j'étais aussi intrigué qu'un match d'homme à cette époque-là, là, puis j'étais jeune, là, on parle de... J'avais peut-être 15-16 ans, tu sais, fait que, ouais. Nice. Sweet Cherry, c'est pas mal ma lutteuse préférée au Québec que j'ai vu performer là, du début que je suis la lutte, en fait. Ton coup de cœur. Ouais, mon coup de cœur. Ouais. Exact. Moi, j'ai des matchs, en fait, qui ont probablement marqué le Québec là, par rapport à la lutte intergender. Je commence par un match que, si vous étiez là à l'époque, c'est sûr que vous vous en souvenez, pour les bonnes et les mauvaises raisons. C'est Excess contre Stéphanie Sinclair à la ALF. Okay. Un match à la fois d'une violence et d'un malaise intense parce que c'était très, très, très violent. Surtout Excess sur Stéphanie, là. Ouais. Ce match-là a vraiment laissé, je pense, à la fois un goût, en fait, un respect immense pour Stéphanie, genre, capable d'en prendre, là, la fille, elle a, she's a fucking tough, là. Mais en même temps, un petit goût amer, là, par rapport à à cette violence, puis c'est ça, c'est un des matchs, moi, personnellement, que j'ai vu, que j'ai fait comme, je ne sais pas si j'ai aimé ça. Genre, il y a une partie de moi qui était comme, la lutte est bonne, mais le reste autour, j'aime pas ça. C'était un lumberjack match, un lumberjack match. Donc, j'étais aux premières loges là, pour assister à ce match-là, en plus. Donc, c'était quelque chose. 2004, à la CWE. Je sais pas où est la CWE, mais on parle de Lufisto contre Kevin Steen, contre El Generico. Un triple threat? Un triple threat. OK. Hardcore? Non, même pas. Non? Juste un three-way régulier. Ensuite, je pense à un match hardcore à la GCW à Jonquière. Casey Diamond contre Mr. Brown. Un match très, très violent, ça aussi, mais qui était vraiment très bon pour un match hardcore. Moi, je suis pas une fan de hardcore du tout et ce match-là m'a vraiment marqué. Et un match à la ALF, encore une fois, Sweet Cherry contre Spike dans un match de chaîne. Ah, ben oui, soeur contre frère. Oups, faut pas le dire. Je pense que le monde le savait. Ben oui. Après 20 quelques années, je pense qu'on le sait. Ouais. The Thrill is Gone, mon stamp. Exact. Donc, ça fait partie des matchs là, qui m'ont personnellement marqué. Puis, bien entendu, Lufisto contre Simon Martel, là, le chapeau de championnat. Puis, je viens de réaliser en lisant mes notes que j'ai complètement oublié la GEW. Il y a Calamity qui a été double championne là-bas, championne féminine et championne régionale en même temps. Donc, elle détenait un titre masculin, elle aussi.
Donc, double championne, donc une des premières filles aussi, en fait, une des seules filles à avoir détenu un titre majeur là, au Québec. Cool. C'est drôle, je viens de me souvenir d'un match violent que j'ai vu, puis peut-être quelqu'un me corrigera, mais je suis pas mal sûr que c'était ça. Là. J'avais vu Luigi Pro contre Francisco Pro à ICW dans un match hardcore. Puis il n'y a pas grand monde qui aimait vraiment ça. Parce que on connaît Luigi, puis on connaît un peu les pros, comment ils sont. Ouais. Ouais. Je pense que c'était ça le match, mais je me souviens que j'avais été très malaisé par ce match-là. Ah. Tu devais être jeune en plus dans ce match-là. Ouais, j'allais souvent à ICW, souvent, trop souvent à ICW. J'ai mangé trop d'hot dog là-bas. On va se le dire. Là. Et voilà. Donc, right. qui conclut mon sujet. J'espère que je vous ai un petit peu appris des choses par rapport à l'intergender. Ouais. Yes. On a fait pratiquement 1h45 avec les deux podcasts à parler de ça. Fait que c'est quand même intéressant qu'on ait fait tout ça. Hein? Ouais. Honnêtement, je pensais pas qu'on allait se rendre à 1 heure dans ce podcast-là. Yeah. On avait nos doutes aussi, évidemment, ouais. Mais souvent, tu pars puis tu oublies un peu que t'es dans quoi, puis tu continues à parler, puis tu fais comme finalement, il y a de quoi à dire, ça. Yes. Et voilà. Yes. Ouais. Est-ce qu'on avait déjà le prochain sujet? Mais je pense que oui, là. Je pense qu'on a le prochain sujet. Non? Mais oui, on avait parlé. Mais la pente en dessous de l'autobus, toi, là, c'est pas prêt. Je la mets toujours en dessous de l'autobus. En fait, j'avais préparé un sujet qui était les retraites, en fait. Donc, qui est parti un petit peu trop tôt, là. Donc, si ça vous intéresse, on parle de ça à la prochaine chronique. À qui on a dit au revoir un peu trop rapidement. Parfait, le thumbnail est déjà prêt pour en faire un autre. Parfait. Yeah! Et je sens que je vais être en... On va parler de moi, c'est ça? Personne. C'est ça, exactement. C'est un non, toi, t'es parti quand il fallait. Ouais. Parti avant que ça devienne mainstream. Ouais, c'est ça. Alright, fait que, évidemment. Quelque chose à rajouter? Ben oui, mais on va parler des prochains rendez-vous au podcast, évidemment. Parce que, tu sais, il n'y a pas juste ma Bulero sur le podcast non plus, là. Ben beau, là, mais. Non, c'est pas la chance. Ouais, fait qu'évidemment, on commence la semaine prochaine. Un mois dédié à la World Championship Wrestling. Arrête, c'est tes sujets à toi préférés. T'adores la WCW, tu m'en parles tout le temps. Hey, c'est ça que je vais te montrer tantôt. Ça? Ouais, donc. Un tableau avec toutes les affaires de podcast, parce que j'ai oublié. Chose cool, hein, je pourrais juste la marquer dans mon téléphone. Mais... Merci d'avoir arrêté mon élan de parler de ce qu'on va parler. Hein. Parfait. On continue ça. Avec le mois d'MCW, avec 2 rétro reviews, évidemment, et une bio. Ben, je crie parce que tu m'écoutes pas. Okay. Bon. Et on va commencer ça avec Starcade 88, avec un jobber sur le cover. Là. IRS, évidemment, qui était Mike Rotunda. Ah ouais, je vais laisser un petit slack, là, son gars, il est décédé il n'y a pas longtemps. Là. Ouais, on va dire le père de Bray Wyatt. Exactement, le père de Bray, évidemment, et le père de Bo aussi. Fait que après ça, on va faire un autre review, celui de Slamboree 96, Little Lottery. Yes, DDP avec son gros cigare. Son gros cigare qui dans le bocal avec toutes les autres. Wow. Et la biographie sera celle de l'homme qu'on appelle Vader. Tu as remarqué les biographies cette année, c'est tout du monde qui avoisine mon poids. Ben là, là, je me fais comme du propre body shaming. Là, mais exact. Tu fais tout le temps ça, c'ti. Non, mais c'est pas... j'aime ça montrer que les gros garçons agiles, ça se peut. Ben oui. Mais les grosses personnes agiles, ça se peut. Moi, je suis une grosse personne. J'étais... mais t'es pas agile? Ben, j'étais agile jusqu'à temps que je me rende compte que j'ai plus de souffle. C'est important le souffle, les jeunes. C'est très important. Ouais. Très important. Fait que, évidemment, puis après ça, évidemment, la chronique de Marie Rose aussi, avec les retraites à la lutte. Yes. Carte sujette à changement, là, on va le dire tout de suite au cas où. Là. Ça devrait bien aller. Mais évidemment aussi, on n'a pas juste ça. Marco sera pas content, mais un nouveau tournoi interactif commence au mois de septembre. Yes, sir! Ben oui, t'es au courant, je t'ai déjà dit, bien sûr. C'est pas sûr encore. Ben oui, ça c'est sûr, certain. Parce que j'ai le thumbnail, t'as toujours faim. Le thumbnail du podcast, pas du podcast, du tournoi interactif. Oui, mêlé, là. Ah, qu'est-ce que c'est quoi? Pour la WCW, votre lutteur favori. Et ça, on fout de ça. Ben, c'était. Au pire, participe pas, pis là, t'es droit d'avoir du fun.
T'es habitué, oui, t'as jamais de fun, t'es tout le temps plate. Et le premier match-up en exclusivité sur le podcast. Et voilà! Facile, là. Mais là, ben attends. Oui. Est-ce que tu parles de Macho Man WCW ou Macho Man de Total? Petite question. On va pour quelle fédération? C'est le Bellator Ever ou WCW? T'as vu où ta claque, Carlis? Ben, me semble que c'est évident. C'est pas WCW, comment il a fait sa carrière là? Mais voyons donc, tabarnouche. Tantôt, je suis tranquille dans mon coin. C'est le Mysterio qui gagne. C'est sûr. Et on va voir ça, mais que le monde vote la semaine prochaine, à partir de lundi, sur les réseaux sociaux, partout. Parfait. Ben, là, si tu peux arrêter de chialer, j'ai fini, là. Parfait. Fait que merci, Marie, de ton sujet, de ta partie 2 de ton sujet. C'était très intéressant. Je vais dire impressionnant, mais on ne s'en pas. Très intéressant. Comme toujours. Puis, merde pour tes combats qui s'en viennent. Là. Je sais que tu vas être booké pas mal prochainement. Oui, la saison recommence fort. Prochain gala, prochain arrêt, c'est la Gen Next à Québec. Ensuite, il y a la BCW à Coteau-du-Lac. Et 1, 2, 3 luttes aussi que le 17 septembre, si je ne me trompe pas. Donc, il y a, c'est ça, Gen Next, 1, 2, 3 luttes et BCW qui s'en viennent au mois de septembre. Cool. Il y en a, ça n'arrête plus. Ça arrête plus. Ouais. Alright. Ben, merci beaucoup, Mary Lee Rose. C'est super intéressant comme d'habitude. Merci, Marco. Même si t'es un peu grincheux à la fin, évidemment, mais c'est pas grave. On te prend comme t'es. Merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine pour un autre podcast. Mais d'ici là, allez, bah!